il est 18h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de ce 18h, le tourisme en secteur fortement impacté par la Covid-19. Plus de 200 milliards de pertes en chiffre d'affaires en 3 mois. Les acteurs qui craignent pour l'avenir du secteur demandent à l'État des mesures d'accompagnement supplémentaires, mais aussi le paiement d'une facture de 12 milliards de francs CFA, une facture relative au confinement des cas contacts au niveau des hôtels. La fermeture des frontières de l'Union européenne au Sénégal est une attitude incohérente et discriminatoire. Elle ne repose sur aucun critère objectif médical ou sanitaire, car le virus a fait plus de dégâts en Europe, regrette le président d'Horizon Sans Frontières. Boubacar Seye dénonce et salue la réponse apportée par le Sénégal, mais estime que c'est un problème qui interpelle la CEDEAO et l'Union africaine. Encore 2 décès liés à la Covid-19 notifiés ce vendredi, avec 98 nouvelles contaminations, dont 17 issues de la transmission communautaire, 38 cas graves en réanimation, alors que les mesures d'hygiène ne sont plus vraiment respectées dans les transports en commun. En France, fin de l'état d'urgence à partir de ce vendredi à minuit. Le conseil scientifique, qui est unanime sur la probabilité d'une deuxième vague, appelle à la grande prudence. Info Éco complète cette édition mise en onde par Alassane Wade. Sud-Soir. Marie-Rosalie Ndiaye. Une marche est prévue le 14 juillet 2020 par le collectif des ex-travailleurs contractuels de la Sénélec avec le soutien du FRAPP. Ces 189 agents dénoncent le népotisme dans le recrutement des contractuels lors du concours organisé le 4 mars 2017. Après 39 mois sans salaire, les restants du concours veulent être régularisés. Ils interpellent les autorités de la Sénélec. Ils se sont exprimés ce matin dans les locaux du FRAPP lors d'une conférence de presse contre signé Aïssatou Gueiba. C'est un concours qui a été organisé le 4 mars 2017 pour tous les contractuels dans les 14 régions du pays, qui est à l'origine de ce remue-ménage entre la Sénélec et les ex-travailleurs contractuels sous la direction de Matar Cissé. À cette époque, 188 contractuels parlent de népotisme dans la publication de ces résultats. Mieux, ils veulent être régularisés après 39 mois sans salaire. Michel Sarr, secrétaire général du collectif des ex-travailleurs contractuels de la Sénélec. Après la publication des résultats, nous avons constaté que c'était une mascarade de concours. Des gens aux notes honorables pour la même matière ont été recalés, et alors que des gens aux notes faibles, dérisoires, ont été déclarés admis. Donc c'est le reliquat qui reste. C'est ça qu'on demande, à ce qu'on régularise les 189 qui restent. Le sitting du mardi 14 juillet 2020 exigeait que notre dossier de réintégration, qui a été résolu à moitié par la précédente direction, connaisse une conclusion juste et équitable. Plus de 5 ans au service de la Sénélec, ces ex-travailleurs contractuels en collaboration avec le FRAPP interpellent les autorités à réagir. Guy-Marie Sagna. Nous invitons le directeur général Makhtar Biteye, le ministre Matar Cissé et également son Excellence Monsieur le Président de la République à régler ce problème-là dans les meilleurs délais. Nous ne souhaitons pas manifester le mardi 14 juillet. Nous avons mieux à faire. Nous préférerions ne pas manifester. Mais à une condition. C'est que le problème de ces 189 pères et mères de famille soit réglé dans les meilleurs délais. Et c'est possible. Des négociations avaient pourtant été entamées le 26 juin dernier entre la direction générale de la Sénélec et les restants du concours sous la supervision du Haut Conseil du dialogue social, mais véritablement sans succès. Hier, dans la zone des palmiers longtemps estampillés zone rouge, réclament des routes et d'autres infrastructures. Les populations dans l'élan de paix plaident pour la revalorisation d'infrastructures routières pour sortir de l'enclavement. Les habitants se sont mobilisés dans cette zone pour évoquer leur triste sort. Ignace Ndeye. L'accès dans ce village de Barandir est des plus difficiles en ce moment. Une route du calvaire et une vallée de toutes les difficultés témoignent de l'enclavement dont souffrent les populations de cette localité du département de Bignona. Mobilisées pourtant, les populations de Barandir ont estimé se prendre en charge par des cotisations, des contributions pour refaire cette route et installer des pontons sur la vallée. Mais ces efforts risquent d'être annihilés par les pluies, d'où le plaidoyer fort de ces populations de Barandir mobilisées hier dans la zone. Sidati Sonko, le secrétaire général du Congrès de Baranlir. On veut vraiment le prolongement parce que vous voyez, entre le village de Djounoug et le village de Baranlir, il y a à peu près 495 mètres qui restent pour être reliés à partir de là où nous avons commencé. Et là où c'est arrêté,
notre travail, il reste encore 570 mètres vers le village. Et c'est cette partie-là que nous voulons vraiment qu'Ageroute nous aide à avoir vraiment cette réalisation pour permettre vraiment aux véhicules ou bien aux passagers d'évacuation. Une descente sur le terrain. Le directeur régional de l'Ageroute Zone Sud, accompagné des facilitateurs comme Noa Sissé, des autorités et autres notables de la zone. Le directeur de l'Ageroute a pu s'enquérir de l'acuité de la situation. Moustapha Fall affiche d'ailleurs les bonnes dispositions de l'Ageroute. De façon très pratique, ce qui a été retenu, c'est déjà de sécuriser ce qui a été fait par les jeunes, qui est à peu près sur un linéaire, 1 kilomètre de rechargement et à la phase réalisation. Rappelez, l'une des caractéristiques de Baranlir dans la zone des palmiers, c'est qu'elle a été longtemps estampillée zone rouge. Ce qui fait que les projets, programmes, l'État, tout le monde était réticent ou hésitant à y intervenir. Aujourd'hui, les populations de Baranlir, dans un élan de paix, ne réclament qu'une chose, d'être accompagnées par des infrastructures. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Sud FM. Parlons de l'impact de la Covid-19 dans le secteur du tourisme. 246 milliards de pertes en chiffre d'affaires en 3 mois. Les acteurs prédisent un avenir sombre pour le tourisme et craignent des faillites si la situation persiste. Ils ne peuvent plus continuer à payer les salaires. Les dettes s'accumulent. L'État est interpellé pour des mesures d'accompagnement supplémentaires. La Fédération des organisations patronales des industries touristiques du Sénégal a fait face à la presse radicenne. Rien ne va dans le secteur du tourisme. On ne fait plus de chiffre d'affaires. Nous, on a réouvert il y a une quinzaine de jours. On ne fait même pas 2% de ce qu'on devrait faire. La situation est plus qu'alarmante. Au niveau de nos 2 restaurants, nous avons ouvert. Là où on faisait un chiffre d'affaires de 3 millions par jour, on ne fait même pas 180 000 francs. Ça fait près de 2 semaines qu'on a ouvert le restaurant. On a ouvert, mais nous n'avons pas de quoi payer. Les témoignages de patrons d'hôtels. 4 mois après la Covid, la situation n'a pas évolué. Au contraire, ça empire avec une perte en chiffre d'affaires estimée à 246 milliards de francs CFA en 3 mois. Mamadou Sow, vice-président du FOPIT. Pour l'instant, au niveau du chiffre d'affaires, c'est zéro. Que ça soit au niveau des hôtels, que ça soit au niveau des agences de voyage, que ça soit au niveau des compagnies aériennes, c'est quand même difficile. C'est une étude qui a été faite conjointement entre le secteur privé et le ministère du Tourisme. Et nous avons donc trouvé à peu près une perte de chiffre d'affaires de 246 milliards sur les 3 mois. Et avec la situation qui ne s'annonce guère florissante, ça risque de s'empirer. Conséquence, les emplois sont aujourd'hui menacés. Boubacar Sabali. Notre rôle, nous allons le jouer, c'est-à-dire tenter autant que possible de préserver l'entreprise et de préserver les emplois. Et nous demandons par conséquent à nos employés d'être à nos côtés. Nous prendrons en compte leurs préoccupations autant que possible, mais dans la limite des possibilités de l'entreprise, on ne peut pas mettre en péril nos entreprises. C'est des investissements assez lourds que nous ne devrions pas accepter de perdre. S'il faut se séparer d'emploi, malheureusement, ça va arriver. Ça arrivera. En plus de cela, l'État leur doit 12 milliards de francs CFA dans le cadre de l'hébergement des cas contacts du Covid-19 au niveau des hôtels. En tant que patriote responsable, accepter de mettre nos hôtels à la disposition de l'État du Sénégal. Un budget a été mis en place de presque 12 milliards, mais à la date d'aujourd'hui, nos factures sont restées impayées. Un avenir incertain pour le secteur. Les acteurs demandent à l'État des mesures d'accompagnement supplémentaires. Mamadou Sow. C'est pour l'instant d'essayer de financer nos besoins sous forme d'avance de trésorerie et nous attendons la réponse du ministre. Je pense que le ministre va accéder à notre demande. L'espace Schengen fermé au Sénégal pour le moment. Les acteurs misent sur le tourisme local et le soutien de l'État pour sortir de cette situation. Et puis le point quotidien du coronavirus au Sénégal, 2 nouveaux décès et 98 nouvelles contaminations, dont 17 issus de la transmission communautaire. Au total, 7882 cas positifs ont été enregistrés, dont 145 décès et 2425 sous traitement. Les précisions du directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye. Sur 868 tests réalisés, 98 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,29%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 81 cas contacts suivis par nos services, 17 cas issus de la transmission communautaire et répartis dans les localités suivantes. Rufisque en a 3, Touba 3, Mariste 2, Dakar Plateau 1, Diourbel 1,
Liberté 6, 1, Mbao 1, Ouakam 1, Patte d'Oie 1, Sangalkam 1, Ziguinchor 1 et Zone A 1. 142 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 38 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos services ce jeudi 9 juillet 2020. L'état des autres patients est resté stable. À ce jour, 7882 cas ont été déclarés positifs, dont 5311 guéris, 145 décédés et donc 2425 sous traitement. À l'instant, Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, sur le point quotidien du coronavirus au Sénégal, qui fait état de 2 nouveaux décès et 98 nouvelles contaminations, dont 17 issues de la transmission communautaire, alors que les mesures barrières dans les transports en commun ne sont plus respectées. La désinfection des bus après chaque voyage n'est plus effectuée. Cette mesure a été abandonnée. Les usagers soucieux de se protéger dans les bus utilisent les autres consignes sanitaires. Un reportage de Adi Fatoubari. Une ambiance bien calme au terminus des bus Tata des lignes 36, 45 et 49, pendant qu'un mécanicien s'affaire à effectuer des réparations sur un bus qui est aux arrêts pour des problèmes techniques. Un groupe de chauffeurs, contrôleurs et receveurs bavardent tranquillement dans leur grande place habituelle. Sur place, pas l'ombre d'une seule personne chargée de nettoyer les bus, aucun matériel de désinfection non plus ne traîne sur les lieux. Une interrogation qu'il ne fallait surtout pas poser, puisqu'en réalité, c'est la question qui fâche. Seulement, ce chauffeur, lui, va prendre le contre-pied de ses autres collègues pour déplorer l'absence d'hygiène dans les bus, en ce temps où le coronavirus prend des proportions inquiétantes dans le pays. Ces mesures ne sont pas toujours appliquées. Au début, on avait des jours, 1 ou 2 fois. On a nettoyé 1 ou 2 fois. Mais jusqu'à présent, on n'a plus nettoyé les bus. Notre interlocuteur de poursuivre sur les raisons de cette non-application des mesures d'hygiène qui avaient pourtant été prises tout au début de la crise sanitaire. Il n'y a pas de suivi. Et je pense que aussi, est-ce que c'est pas un moyen financier? Dans un autre terminus de bus Tata, le constat est le même. Les bus ne sont pas lavés ni de l'intérieur ni de l'extérieur, malgré la forte fréquentation des usagers. Au moment où le trafic semble avoir repris son cours normal, les masques et gels hydroalcooliques constituent désormais les seuls moyens de protection des usagers de ces moyens de transport en commun, alors que le respect de la distance sociale est banni dans ces bus où toutes les places assises sont aujourd'hui occupées. Dans un communiqué publié ce vendredi, le ministre de l'Intérieur invite les populations à un meilleur respect des mesures barrières, notamment le port obligatoire du masque dans les endroits et établissements recevant du public, le lavage régulier des mains ou l'utilisation de solutions hydroalcooliques, le respect de la distanciation physique d'1 mètre, la limitation des rassemblements sur les places et autres lieux favorisant les contacts. Fermeture des frontières de l'Union européenne au Sénégal, les mesures de réciprocité appliquées par le pays aux États membres de l'UE. Les 2 parties se retrouvent ce vendredi pour poursuivre les concertations afin de trouver une entente. Boubacar Seye n'est pas d'accord. Le président d'Horizon Sans Frontières juge incohérentes et discriminatoires les mesures prises par l'Union européenne de bannir des pays africains de la liste des États autorisés à fouler le sol de l'espace Union européenne. Derrière cette décision se cache un projet de bannissement de l'Afrique dans sa forme la plus pernicieuse. Boubacar Seye dénonce et salue la réponse apportée par le Sénégal, une réaction qui risque cependant d'être un coup d'épée dans l'eau, regrette le président de l'ONG Horizon Sans Frontières, qui appelle l'Union africaine et la CEDEAO à réagir pour une réponse globale du continent. Ces propos sont recueillis par Babacar Samb. Cette mesure de l'Union européenne est une attitude incohérente, à la limite discriminatoire face à l'Afrique. Cette interdiction, en effet, ne repose sur aucun critère objectif médical,
ou sanitaire. Elle traduit tout simplement une façon voilée de l'Europe d'agir contre l'immigration. Parce qu'objectivement, le virus a fait plus de dégâts en Europe que dans les pays dont les ressortissants sont interdits d'accès en Europe. Nous ne pouvons pas comprendre ni absoudre cette décision de l'Europe qui est tout simplement un projet basé sur le bannissement de l'Afrique dans sa forme la plus pernicieuse sous le couvert du coronavirus. La réponse des autorités est parfaitement compréhensible car le Sénégal, en tant que pays souverain, a le droit de s'opposer à une décision qui met en mal ses propres intérêts. Mais un seul pays ne peut pas malheureusement, de façon individuelle, lutter contre cette décision de l'Union européenne. C'est un problème qui interpelle la CEDEAO, l'Union africaine pour une réponse globale à l'échelle du continent, ne serait-ce que pour respecter un parallélisme des formes. La réaction du Sénégal risque d'être un coup d'épée dans l'eau. Et il ne faudrait pas que les autorités sénégalaises fassent le jeu de l'Union européenne qui cherche à diviser pour mieux régner. On ne peut pas négocier. L'Union européenne ne doit pas négocier avec le Sénégal. C'est l'Union africaine qui doit négocier avec l'Europe. L'Organisation internationale de l'aviation civile a son mot à dire parce que tout simplement aussi des conventions ont été signées entre les pays. Et ça, il faut les respecter. Aujourd'hui, je crois que l'opinion internationale doit se lever pour dire non à l'Europe afin que cette mesure soit supprimée. Vous avez parlé de la suppression de cette mesure et justement, le Sénégal et l'Union européenne poursuivent ce vendredi les concertations. Qu'est-ce que cela vous inspire? Écoutez, moi, je ne suis pas d'accord sur cette réunion-là. Je ne sais pas si on peut l'appeler ainsi. Aujourd'hui, je crois que l'attitude du Sénégal, le président de la République du Sénégal devrait convoquer le plus rapidement possible une réunion africaine. Aujourd'hui, c'est le Sénégal. Après le Sénégal, ils vont choisir la Côte d'Ivoire. Moi, je dis non. Sud International. Manifestation ce vendredi au Mali à l'appel des leaders du mouvement du 5 juin. Ils continuent d'exiger le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. La rencontre entre les deux partis n'a rien donné. Ibeka reste au pouvoir. L'opposition dénonce une crise qui va perdurer si rien n'est fait, alerte le directeur de Timbuktu Institute, Bakary Samb, joint par Mame Diarra Da Silva. Je crois que la crise s'aggrave parce qu'il y a une semaine, on en était à deux solutions. Soit la démission du président lui-même, soit un gouvernement de transition qui serait nommé par les manifestants et par le groupe, le fameux M5 FP. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a eu un tournant depuis le dernier discours d'Ibrahim Boubacar Keïta qui, selon les manifestants, n'a pas donné beaucoup d'espoir à un changement réel au Mali. La crise risque de perdurer. Il y a un statu quo, certes, aujourd'hui, où Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas intérêt à ce que ça tourne à la violence, mais Diko non plus ne peut pas être taxé d'islamiste violent, d'où toute sa réticence à tomber dans la violence. Mais à un moment, je pense que le mouvement risque d'être incontrôlable tel qu'on le craint aujourd'hui dans la manifestation de cet après-midi. Tel que je vois la situation, la confrontation, elle est inéluctable. Soit la confrontation se fait sur le champ politique avec des négociations, des tractations en partant du rapport de force, ou bien malheureusement par la violence. Et Diko n'est pas pour cette option-là parce que s'il y a violence et chaos, les militaires risqueraient de prendre le pouvoir et le Mali va retourner dans la situation de 2011 où il cumulait une crise sécuritaire au nord, une crise politique à Bamako. Je crois que le Mali est vraiment loin de sortir de cette crise qui, à mon avis, est en train d'enfoncer le pays vers des lendemains incertains. Après 16 semaines d'un régime d'exception mis en place pendant la crise du Covid-19, l'état d'urgence sanitaire prend fin ce vendredi 10 juillet à minuit en France, ouvrant la voie à de nouvelles règles si le conseil scientifique est unanime sur la probabilité d'une deuxième vague et appelle à la plus grande prudence. L'épidémie demeure maîtrisée en France, exception faite à Mayotte et en Guyane où l'état d'urgence a été prolongé jusqu'au 30 octobre inclus en raison de la situation critique sur ces deux départements d'outre-mer. À partir de demain samedi, voici entre autres quelques grandes mesures prises. La fin de l'interdiction des rassemblements. La situation est différente pour les salles de spectacle. Les structures qui peuvent accueillir plus de 1500 personnes doivent demander une autorisation à la préfecture. Les discothèques ne sont, elles, pas autorisées à rouvrir leurs pistes de danse avant septembre. Le Conseil d'État turc a tranché. L'ex-basilique Sainte-Sophie d'Istanbul a transformé en musée par le décret gouvernemental pris en 1934 sous Mustafa Kemal pourra redevenir une mosquée. La décision du
Conseil d'État, plus haut tribunal administratif de Turquie, annule ce décret et va permettre aux autorités de rendre à l'édifice son statut. Plusieurs associations ont demandé sa reconversion en mosquée. Elles sont appuyées par le président Recep Tayyip Erdogan, une nostalgique de l'Empire ottoman qui cherche aujourd'hui à rallier l'électorat conservateur et qui a fait de cette reconversion une promesse électorale. Tout de suite, le journal de l'économie avec Rapsa Edimanouane. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Contestations et revendications sur le foncier. Des mesures urgentes doivent être prises pour éviter le bradage des terres. Sentiment du coordonnateur du réseau d'excellence pour la gouvernance foncière en Afrique de l'Ouest en partenariat avec l'Union africaine, professeur Ibrahima Arona Diallo. Je pense qu'il faut commencer par interdire à l'État la possibilité de délivrer des titres fonciers dans les zones agricoles et pastorales. Il faut à la limite privilégier les baux dans des conditions strictes. Je pense que l'État doit regagner la confiance à travers des propositions de réforme en anticipant sur les occupations avec des vocations très claires et être intransigeant sur le respect des conditions d'occupation qui seront définies. Il faut être aussi clair. Les populations et les villages doivent être recadrés parce qu'ils n'ont pas la prérogative de donner des superficies à des investisseurs ou de faire des offres foncières. Les terres du domaine national sont gérées par l'État, mais les terres appartiennent à la nation. L'urgence aujourd'hui est de tenir un conseil présidentiel pour dégager des mesures conservatoires pour éviter le bradage des terres, mais aussi mettre en place un comité de pilotage pour approfondir les options retenues en tenant compte même des résultats de la Commission nationale des réformes foncières et à partir de là, voir comment réviser la loi sur le domaine national pour mieux préserver les terres agricoles et pastorales parce que la population sénégalaise, en 2050, cette population sera entre 35 et 40 millions et pour nourrir cette population, il va falloir avoir suffisamment de terres agricoles et pastorales. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. Le tourisme, secteur fortement impacté par la Covid-19, plus de 200 milliards de pertes en chiffre d'affaires en 3 mois. Les acteurs qui craignent pour l'avenir du secteur demandent à l'État des mesures d'accompagnement supplémentaires, mais aussi le paiement d'une facture de 12 milliards de francs CFA, une facture relative au confinement des cas contacts au niveau des hôtels. La fermeture des frontières de l'Union européenne au Sénégal est une attitude incohérente et discriminatoire. Elle ne repose sur aucun critère objectif médical ou sanitaire, car le virus a fait plus de dégâts en Europe, regrette le président d'Horizon Sans Frontières. Boubacar Seye dénonce et salue la réponse apportée par le Sénégal, mais estime que c'est un problème qui interpelle la CEDEAO et l'Union africaine. Encore 2 décès liés à la Covid-19 notifiés ce vendredi avec 98 nouvelles contaminations, dont 17 issues de la transmission communautaire, 38 cas graves en réanimation, alors que les mesures d'hygiène ne sont plus vraiment respectées dans les transports en commun. En France, fin de l'état d'urgence à partir de ce vendredi à minuit. Le conseil scientifique, qui est unanime sur la probabilité d'une deuxième vague, appelle à la grande prudence. Mise en onde assurée par Alassane Ouad. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le journal de la culture avec Amadou Moustapha Dian, suivi de Sud Éducation.